Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie. Aujourd'hui, je vais vous parler de spiritualité. Cette spiritualité exigeante et vivante qui est la mienne et qui sous-tend tout le travail que je fais dans Astrologie et compagnie, tout ce que je partage. Je pense que c'est important de recadrer parce que c'est la base de mon job. Voilà. Je ne fais pas une astrologie déraciné d'un contexte. Et ce contexte, il doit vous être présenté parce qu'il n'est absolument pas évident. Alors, la spiritualité, c'est un chemin personnel, évidemment, hein, et c'est un chemin qui nécessite de l'engagement, de la pratique et du discernement. Et je vais vous expliquer un petit peu les croyances fausses sur la spiritualité, les erreurs, on va dire, et puis aussi en quoi elle diffère des religions qui sont dogmatiques et des approches trop simplistes et réductrices, ce que j'appelle globalement le New Age, mais c'est pas tant le New Age que ce qui en a été fait après. Alors d'abord, laissez-moi me présenter, je suis Judith, j'ai créé Astrologie et compagnie justement pour vous guider et pour vous accompagner sur le chemin de votre authenticité et de votre connexion avec votre monde intérieur et avec le ciel. Parce que dans ces temps difficiles, on ne peut nier que la période soit extrêmement challengeante, c'est-à-dire difficile pour tout le monde, quelles que soient nos opinions. Nous sommes à la fin d'un monde et c'est très difficile de le voir collapser, de le voir s'écrouler sur lui-même. Porté par des gens dont la conscience est réduite à la plus simple expression, c'est-à-dire il n'y en a pas. Moi, je souhaite que tout le monde ait une conscience, c'est-à-dire que tout le monde soit en lien avec sa conscience, et tout le monde ait une éthique. Voilà, pour la présentation d'Astrologie et compagnie. Et j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Alors, il y a 3 erreurs classiques globalement, hein, quand on pratique peu, et puis quand on se limite à la superficie. Et j'aimerais bien qu'on reprenne dessus. Qu'on reprenne dessus, bah oui, tiens. J'aimerais bien qu'on reprenne ce point-là, parce que ça me paraît vraiment évident. D'abord, la première des choses, c'est confondre spiritualité et religion. J'ai entendu dans une émission de philosophie quelqu'un dire, moi la spiritualité, j'ai toujours pas compris ce que c'était. C'est une manière de balayer en fait la facilité du New Age et de ce que j'appelle la spiritualité Haribo. C'est une spiritualité qui est facile. Et on verra après ou dans laquelle, on va attaquer le deuxième point tout de suite, dans laquelle l'intention suffirait, dans laquelle, voilà, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on n'a pas besoin d'apprendre, on n'a pas besoin de pratiquer, et juste vouloir ses pouvoirs, point barre. C'est faux. Concrètement, c'est faux. Ça ne fait que conforter, nous conforter dans nos positions qui sont souvent des positions de c'est pas moi, c'est lui. Parce que même quand on pense être responsable de tout, en vérité, quand on pense être responsable de tout, on pense qu'on nous a posé à cette place-là. C'est une question de narratif intérieur. C'est ça qu'on découvre quand on fait le travail de l'ombre ou le travail des ombres, hein. C'est que justement ce placement de victime est en fait non, le placement de responsabilité constante de tout, c'est en fait un placement de victime. Je vais faire court. Moi, je suis fille de divorcée, ce qui est fort commun maintenant, mais quand mes parents ont divorcé, eh bien, c'était extrêmement rare. Et quand ils ont divorcé, j'avais 2 ans et demi. Donc j'ai porté, moi, la culpabilité, parce qu'à 2 ans et demi, le monde se réduisait à moi, comme tout le monde, hein, c'est la toute-puissance infantile. C'est normal. Je pensais que c'était de ma faute. Et cette culpabilité, elle s'est alchimisée en fait avec la manière dont l'humain fonctionne dans une espèce de position de victime que j'aurais jamais pu formuler de cette manière avant d'avoir fait un travail des ombres, parce que moi victime, mais jamais quoi, c'est bon, j'ai un caractère de chien, je me bats tout le temps, en quoi je serais victime? Moi je suis plutôt une guerrière. Et bah au total, j'ai été victime de ce narratif.
Et au total, cette idée que je suis responsable de tout, comme elle est rationnellement fausse, elle signifie quand on est responsable de tout, quand on est coupable de tout, on est coupable de rien. Le fait de se sentir coupable de tout, du temps qu'il fait au trafic, aux problèmes pour lesquels je n'ai pas sur lesquels je n'ai absolument aucune prise, me rendait tout à fait capable de décharger mes responsabilités sur les autres. Donc, relationnellement, quand quelque chose n'allait pas, c'est parce que l'autre ne faisait pas ce qu'il fallait. C'était pas parce que moi, j'étais en position eh bien, de ne pas assumer ni mes choix, ni mes désirs, etc. Ça, c'est vraiment le travail des ombres qui fait que on prend conscience de ça. Et en prendre conscience comme ça rationnellement, ça ne suffit pas. Il faut que ce soit agi, il faut que ce soit intégré, il faut que ce soit alchimisé. Donc l'intention ne suffit pas, déjà. Et ensuite, la spiritualité, c'est concevoir qu'il y a un monde au-delà de notre dimension matérielle. Et que ce monde-là ne demande pas ni soumission ni aliénation. Et c'est en ça qu'il ne faut pas confondre spiritualité et religion. La spiritualité, c'est un dialogue intérieur avec les mondes supérieurs, alors que la religion est un ensemble de dogmes créés par des humains pour essayer de modéliser ce qui échappe à l'entendement. Tout ce qui est divin échappe à l'entendement, par essence. Quand bien même nous pourrions avoir des communications avec des formes divines, hein, que ce soit Jésus, que ce soit Mahomet, que ce soit, dans mon cas, des divinités d'autres panthéons, c'est sous une forme que je suis capable de comprendre, moi. C'est pas dans leur essence même. C'est vraiment ça qu'il faut qu'on comprenne essentiellement, c'est que la spiritualité, elle s'approche de nous avec le langage que nous, on comprend. Et la religion, c'est une manière de modéliser ça, de structurer ça, et puis aussi un petit peu de gérer les troupes, quoi, hein, quand même. Hein. Une religion, c'est quand même fait... Le terme religion, en latin, il veut dire lier, religare, ça veut dire c'est relier les gens entre eux. Donc c'est créer une communauté. Et une communauté, c'est beaucoup plus facile à diriger que des individus avec leur conscience et leur pouvoir intérieur. Moi, tout mon job, c'est de vous reconnecter avec votre pouvoir intérieur et votre souveraineté, histoire que vous soyez en capacité de choisir. Parce que je dis pas qu'il faut faire comme moi. Ce que je dis, c'est qu'il faut choisir. Et il y a un moment où il faut s'interroger sur ce qu'on fait. Est-ce que je fais ça ou ça parce que je l'ai choisi, ou est-ce que je fais ça ou ça parce que c'est ainsi que les choses doivent être? Il n'y a pas grand-chose qui soit c'est ainsi que les choses doivent être, entre guillemets. Hein. Il faut tout interroger, il faut tout remettre en question, et il faut faire des choix. Jung parlait d'individuation, un process de transformation personnelle, mais au total, je suis partie ailleurs, donc j'en parlerai une autre fois. Donc, les 3 erreurs classiques, c'est de confondre spiritualité et religion, croire que l'intention suffit, et opposer science et spiritualité. Nous sommes maintenant dans un moment où il va bien falloir qu'on comprenne, que tout le monde comprenne, même les matérialistes purs et durs, que tout le monde comprenne que les choses ne sont pas telles qu'ils les imaginent en labo, parce qu'encore une fois, au même titre que la religion, la science est une modélisation de la réalité. La science, elle est statistique. Et elle est essentielle, elle est fondamentale. Je ne suis pas anti-science du tout. Moi, je prends des antibiotiques et je suis bien contente que on ait des trucs qui nous envoient dans l'espace et qui fassent fonctionner les satellites et d'autres trucs dans ce genre-là. Je veux dire, c'est aussi bien sur le plan de la santé que sur le plan des progrès. La science, elle est extraordinaire. Hein. Je l'honore et je la respecte. Mais je dis juste que ce n'est pas le seul paradigme, ce n'est pas le seul et unique modèle auquel on doit se référer. Et quand on dit que l'astrologie c'est affaire de crédulité, etc., considérer que la médecine par exemple est une science exacte, ce qui est le cas quand même de pas mal de gens, et ben c'est aussi affaire de crédulité. Parce que la médecine aussi est statistique. Ça veut dire quoi que c'est statistique? Ça veut dire qu'un médicament ou un traitement, il est envoyé sur le marché quand il remplit les cases à tant de pourcentage. C'est le niveau qu'on lui a mis. C'est ça. Veut dire, ça fonctionne quand ça fonctionne à 70%. Et le truc, c'est qu'il y a des marges. Il y a des marges. Tout le temps.
Il y a des traitements qui fonctionnent super bien dans la majorité des cas, et alléluia, quoi, c'est formidable, et qui fonctionnent pas de temps en temps. Et c'est pas grave, je veux dire, il y en a d'autres, etc. Enfin voilà, c'est essai-erreur, hein. Tous les médecins le disent, la médecine n'est pas une science exacte. Il y a que ceux qui ont absolument besoin de croire. Et qu'ils croient en une religion ou qu'ils croient dans la médecine, ça revient exactement au même. Ils sont en position de croyant. La spiritualité, c'est être en position d'ouverture, pas de croyance, d'ouverture, d'acceptation et de connexion à tout ce qui nous dépasse. Il ne faut pas avoir peur de ce qui nous dépasse. Il faut au contraire être en lien avec. Mes principes fondamentaux en moi, ceux qui sous-tendent tout mon travail et toute ma réflexion, c'est que, tout est énergie. De l'astrologie au Reiki, bon, chaque tradition apporte une compréhension différente des forces invisibles qui nous traversent, mais tout est énergie autour de nous. Et c'est ainsi que moi je choisis de voir le monde. Cette énergie se traduit en matérialisation, en matérialité, en concrétisation, en concret, évidemment. Et c'est là qu'on peut agir. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience d'incarnation, et pas l'inverse. Ça, c'est la base. Voilà, c'est ce en quoi moi je crois. L'autre chose qui est un principe fondamental pour moi, pour astrologie et compagnie, pour tout ce que je préconise, c'est l'importance de la pratique. La méditation rituelle, connexion aux mondes invisibles, etc., n'existe que quand on le fait. Le journaling, c'est quand on l'écrit. La méditation, c'est quand on pose son cul sur une chaise et qu'on s'oblige à pas bouger pendant un certain temps. Hein, on peut toujours rêver d'avoir des muscles en rêvant qu'on fait du crossfit. Si on ne le fait pas, on n'en aura pas. Et là encore, l'intention ne suffit pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que ça peut pas se faire en une fois. Ça veut dire que pour vraiment méditer, il faut s'entraîner des mois. Et on vit dans un univers où le néolibéralisme vous a fait croire que vous pouviez transformer votre vie en 3 semaines. D'ailleurs, il y a cette illusion des 21 jours pour implanter une habitude, c'est faux. On s'est rendu compte, justement, là aussi, statistiquement parlant, on s'est rendu compte qu'il en fallait 60. En moyenne. Et c'est pourtant les 21 qui prévalent, tout simplement parce que ça correspond au modèle néolibéral économique qui organise tout. On vit dans une société qui est structurée par l'économie. Je dis pas que c'est mal, hein, je veux dire, peut-être que je préfère vivre dans une société structurée par l'économie que dans une société structurée entièrement par la religion, parce que au total, j'ai plus de liberté de penser. Mais c'est une réalité. Encore une fois, il faut différencier ce que l'on pense, ce que l'on voit, de ce qui... J'ai perdu mon idée. Il faut différencier la manière dont une chose est modélisée, c'est-à-dire la manière dont on l'aperçoit, de sa réalité propre. C'est pas sa vérité, c'est juste la manière dont on l'aperçoit. Et l'autre principe fondamental de tout en moi, chez moi, pour moi et pour mon astrologie, et puis pour tout ce que je pratique, c'est la vision animiste pour que ce soit clair pour tout le monde. C'est-à-dire que le divin est présent en tout, et tout a une âme. J'ai du mal à parler de chamanisme quand on est au XXIe siècle en Europe. En France, a priori, et en milieu urbain aussi, parce que je trouve que c'est un petit peu abusé. Le chamanisme, c'est quelque chose de très particulier. Mais la vision animiste, ça fait partie des éléments qui sont communs à... Enfin, qui me paraissent d'une évidence absolue, en fait. Voilà, c'est ça. C'est un truc... Ça, c'est pour moi une évidence. Ça l'a toujours été. Quand j'étais... Du plus loin que je me souvienne, alors même que j'étais encore cartésienne ascendante pragmatique, et que je refusais totalement cet espace spirituel en moi, et j'ai passé 10 ans de ma vie à étudier l'histoire du christianisme et de ses formes mystiques pour un doctorat, et puis voilà. J'avais quand même cette sensation. Je le savais, quoi.
ce truc d'animisme-là. Je le savais que tout avait une âme. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, que j'ai étudié le christianisme dans le détail. C'est pour pouvoir le démonter. Parce que, voilà, j'ai un côté quand même un peu pitbull, quoi. Mais je me suis arrangée, je me suis beaucoup adoucie. Et c'est parce que, justement, je suis rentrée en phase avec des choses qui sont réelles. D'ailleurs, dans mon essence magique, dans mon essence personnelle, c'est-à-dire ce que je suis. Des placements astrologiques, etc. Essence magique, c'est un produit qui est actuellement en rupture de stock parce que j'ai pas le temps. J'ai pas du tout le temps de le faire. Voilà. Mais ça reviendra. Je le reproposerai une fois que j'aurai réglé tous mes problèmes de plateforme. Donc, alors, allons-y. Maintenant, je vais vous parler des sources intellectuelles et spirituelles d'astrologie et compagnie. Histoire que vous ayez vraiment un panorama complet. D'abord, il y a les traditions celtes. Moi, je suis née à Paris et je suis arrivée en Bretagne il y a 30 ans. Et je suis arrivée en Bretagne pas pour rien. Clairement, pas pour rien. C'était sur un coup de foudre. J'ai serré la main de mon mari et tout s'est arrêté. Et c'était pas mon mari, évidemment, à l'époque, je l'avais jamais vu. Et j'ai quitté une vie, un compagnon, des amis, une carrière, sur un coup de tête. Ça, c'est parce que j'ai Vénus en bélier, hein, et Mercure en bélier aussi, donc c'est typique moi, hein, les coups de tête. Mais là, il y avait aussi une réalité bien plus profonde, c'est que je suis en symbiose avec cette terre, hein, que je la connais, je la comprends, voilà. Tiens, polythéisme, ça c'est drôle. Donc, qu'est-ce que c'est les traditions celtes? D'abord, c'est quoi les Celtes? Je vais pas rentrer dans le détail parce que on n'a pas fini. J'en reparlerai parce que moi, ça me fascine, ça me passionne. C'est vraiment ça, ça me passionne littéralement. Mais on va parler là de ce qui crée le cœur, en fait, hein, de ce que l'on sait des Celtes. On ne sait pas grand-chose, mais ce que l'on sait des Celtes. Le polythéisme, voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas des traditions dans lesquelles il y a un Dieu unique. C'est des traditions dans lesquelles il y a plusieurs entités divines associées aux éléments naturels et aux fonctions sociales. Donc, c'est des traditions animistes. Tout dans la nature possède une âme et une conscience. C'est-à-dire qu'on peut parler aux âmes et aux arbres et aux cailloux. Et ouais, il y a des gens qui embrassent les arbres, ça paraît pas bizarre. Bah, moi, j'embrasse les cailloux. Les arbres aussi, évidemment, les arbres, les fleurs. Enfin, je veux dire, les animaux, c'est pareil. Je mets les animaux et les gens sur le même niveau. Mais avant même de rencontrer ça, quand j'étais petite, j'ai toujours dit bonjour aux chiens avant leur maître. C'est ma fibre, quoi, hein. Les cycles saisonniers avec, bon, les 4 grandes fêtes, mais ça, c'est surtout la roue de l'année en général, qui correspond à une reconstruction de ce qu'on pense être une tradition celte. Mais ce qui est certain, c'est que dans les traditions celtes, il y a une révérence à la nature, et c'est une représentation du monde dans laquelle l'homme serait non pas au-dessus, mais au même niveau que tout le reste, que tous les êtres vivants. Et puis une connexion aux ancêtres. Les ancêtres de sang, comme les ancêtres du lieu, les esprits du lieu. Ça nécessite la croyance en plusieurs mondes interconnectés, c'est ce que j'appelle les mondes invisibles, et ça fait vraiment partie de ma fibre et de mon ADN. Ensuite, il y a tout ce qui correspond à la mythologie nordique. Parce que le concept de weird est un concept qui m'a littéralement subjugué. J'en parle assez peu parce que je trouve, enfin parce que ça mérite en fait d'être découvert, exploré, et je ne suis pas assez initiée pour pouvoir me faire le porte-parole. Mais ce concept-là est, pour moi, est bien plus puissant et intéressant à utiliser que le karma, parce qu'il laisse plus de liberté, quoi. Le weird laisse plus de liberté. Alors c'est une trame qui serait tissée par les Nornes, qui serait l'équivalent des parcs, hein, parce qu'on connaît les parcs dans la mythologie gréco-romaine, et là dans la mythologie nordique, elle s'appelle Norn, qui signifie que chaque action affecte l'ensemble du tissage.
Et cette trame-là, ce tissage-là de toutes nos énergies, de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous sommes, me paraît tellement en lien avec ce que moi je ressens, ce que je vois, ce que j'expérimente des énergies subtiles et de l'interconnexion des mondes et des fréquences et des vibrations et de nos différents corps. Parce que là aussi, c'est en étant maître Reiki et en voyageant dans les différents niveaux de conscience, de ma conscience, mais aussi d'autres consciences. J'ai eu des expériences absolument transformatrices qui m'ont fait sans aucune drogue. Je le dis, c'est pas le LSD qui a ouvert les portes de mon esprit. Non, non, c'est la pratique de la méditation et plus que la méditation, des états de conscience modifiés. Hein. Je suis sophrologue à la base et la sophrologie m'a fait comprendre, enfin après avoir été universitaire. Hein. Et entre-temps, j'ai fait plein d'autres trucs. Hein. Mais bon, voilà. Il y a des méthodes pour accéder sans produit, encore une fois, à des espaces où on prend conscience de cette réalité énergétique qui est cette toile interconnectée dans laquelle nous agissons tous. Le weird, c'est également un destin qui est en fait une destinée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité. On peut tout changer, on peut tout changer. C'est vraiment une représentation occidentale, non, nordique, du dharma et du karma, qui sont mal compris ici, et puis surtout qu'appartiennent à un ensemble culturel. C'est comme le chamanisme. Hein, on peut difficilement prendre un seul truc. Je veux dire, si, on peut prendre une pizza de la culture italienne parce que ça n'engage pas à grand-chose. Mais prendre les chakras, le karma de l'ensemble des Védas et utiliser ça comme si c'était des entités distinctes d'un ensemble, moi, ça heurte hein, mon âme d'historienne, et c'est ce que je suis quand même à la base. On passe pas 10 ans à la fac sans être marqué. Le weird, il évolue selon nos expériences et nos actions, hein, comme un karma pragmatique. En fait, en vérité, c'est le dharma. Mais karma pragmatique, c'est une manière de dire, pour ceux qui ne connaissent pas le dharma, que c'est en fait qu'on peut toujours interagir hein, sur notre il n'y a pas de fatalité, quoi. Et honneur et mémoire, parce que là aussi, il y a un lien très important avec les ancêtres. Et puis pour finir, il y a ce qui a été pour moi la première porte, hein, c'est la Wicca. Quand j'ai découvert la Wicca, j'ai lu un livre qui est par un mec qui est super connu, hein, c'est Cunningham, qui a écrit donc un bouquin sur la Wicca. Le mec, il n'était même pas Wiccan, enfin, c'est-à-dire qu'il n'était pas initié Wiccan lui-même, mais il en a fait, Scott Cunningham, il en a fait une présentation clarissime, et je me suis dit, mais grand Dieu, bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, ça y est, j'ai trouvé. Et moi qui étais en perdition totale, pour bien des raisons, je voyais bien que le monde matériel suffisait pas, et je pouvais pas devenir plus cynique que ce que j'étais déjà, parce que sinon j'allais enfin c'est une maladie auto-immune, hein, le cynisme. J'allais m'auto-dissoudre à coups d'acide, et je pouvais pas le faire, j'avais des enfants. Donc voilà, il y a une responsabilité. Hein. Quand on a des enfants, on doit absolument être en responsabilité de soi. Et je suis tombée par hasard, entre guillemets, sur ce livre-là. Et je me suis dit, ouais, ça y est, ok, c'est cool, j'ai tout compris. Alors, la Wicca, c'est très étrange, parce que c'est une création absolue d'un mec anglais qui est censé avoir été initié par un coven caché de sorcières généalogiques, je veux dire héréditaires, voilà, au fin fond de la forêt en Angleterre. Et ça a été vraiment créé dans les années 50, et c'est un mélange des traditions européennes de la witchcraft pratique, enfin la sorcellerie des campagnes, quoi, et de la magie cérémonielle. Donc quand on voit l'histoire comme ça, enfin je veux dire, cette définition-là, elle fait peur, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un truc artificiel au dernier degré. Mais le fait est que Gardner, là, il a eu accès
Je ne sais pas par quel biais, mais très certainement par le biais de rituels, comme moi j'ai eu accès, que je l'ai vu, le weird. Lui, il a eu accès à cette représentation du monde euh, qui existe et qui fait complètement sens. C'est en tout cas moi qui m'a complètement ouvert les yeux. Alors évidemment, il y a une connexion à la nature. C'est ce qu'on appelle des spiritualités ancrées dans la nature. Et il y a une conception du divin qui est souvent duothéiste, c'est-à-dire qu'il y a la déesse et le dieu cornu. Ce sont donc, c'est comme la polarité du yin et du yang, c'est comme la polarité masculine-féminine, mais c'est plus subtil que ça, bien plus subtil que ça, qui seraient les deux forces agissantes dans notre univers et qui auraient créé justement l'univers par leur interconnexion. Mais c'est ouvert à diverses interprétations et à tous les panthéons. Il y a des formes de la Wicca qui sont extrêmement structurées, c'est la Wicca gardnérienne, alexandrienne, enfin voilà, qui demandent des initiations très strictes et qui sont très 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 inspirées de la magie cérémonielle. C'est Aleister Crowley. C'est des pratiques aussi, là aussi, extrêmement patriarcales, où les hommes travaillent à attirer des démons et à les bind, à les nouer, à les maintenir en captivité et sous leur domination. Si vous avez vu par exemple la série Sandman, c'est ce que fait Roderick au tout début avec Sandman, le maître du monde des rêves. C'est ça, c'est-à-dire qu'on invoque un démon et on l'attache et on l'oblige à rester avec nous et à faire ce qu'on demande. C'est une manière de faire que je trouve moi j'ai jamais fait ça et je trouve que c'est franchement abusé parce que on devrait pouvoir fonctionner en collaboration. Mais c'est hyper représentatif d'un système patriarcal. Encore une fois, chaque forme de la spiritualité représente l'univers dans lequel elle est née. Ce n'est pas la vérité, c'est juste collé à la société dans laquelle elle vit. Et dans la Wicca, il y a des pratiques rituelles. Elle a quand même de grosses racines dans la witchcraft, qui est cette sorcellerie des campagnes, qui n'est pas une sorcellerie méchante, c'est pas les mauvaises sorcières. Ça aussi, c'est des images qu'on a associées. Je dis pas qu'elles étaient toutes gentilles, les sorcières, mais c'est exactement comme les humains, quoi. Il y en a des bons, il y en a des mauvais, c'est pareil partout. C'est juste, en fait, qu'est-ce que c'est la sorcellerie? C'est l'utilisation des plantes et des forces de la nature, des énergies. On peut en rire, on peut en avoir peur, on peut aussi prendre ça pour ce que c'est-à-dire une émanation de la culture, une réalité humaine. C'est vraiment, là pour le coup, l'intention compte. Alors la Wicca, elle a la règle du triple retour que plein de gens refusent parce que ça n'appartient pas à la tradition d'origine. Mais c'est un truc pas mal, quoi. Le triple retour, c'est si tu fais du mal, tu vas te le reprendre 3 fois dans les dents. Et je trouve qu'au total, l'humain, il a sérieusement besoin qu'on lui rappelle que pas parce qu'il peut le faire qu'il doit le faire. Voilà, éthique. Et l'éthique, pour moi, c'est vraiment un truc essentiel. Alors les points communs de toutes ces traditions, eh bien, c'est la conscience. Vivre en pleine conscience, c'est fondamental. C'est l'interconnexion, parce que tout est lié. C'est aussi l'importance des cycles naturels. Le temps est cyclique et on peut honorer ces cycles pour pouvoir s'harmoniser avec leur rythme et puis pour pouvoir accéder à une sagesse supérieure dans notre vie, ici et maintenant. Et c'est l'ancrage dans la nature, parce que le sacré est dans le monde, le sacré est partout. Et ce que je propose, c'est une spiritualité transformative, qui est un espace dans lequel on a un engagement actif. Ça demande une pratique régulière, une expérimentation directe. C'est important de connaître les traditions, c'est important de ne pas s'arrêter à ce que vous lisez ici ou là, et même à ce que vous entendez dans cette vidéo. C'est important de vous engager. C'est vraiment le moment que cette vidéo elle va sortir au moment du Casimi, entre le Soleil et Saturne, en Poisson, sur 22 degrés du Poisson, qui est un moment vraiment très propice à l'engagement dans des pratiques spirituelles. Nous en avons besoin, nous avons absolument besoin. Sortir de la matérialité et du matérialisme pur, il n'y a que comme ça qu'on sauvera la planète. L'autre élément fondamental, c'est l'esprit critique. Il faut garder un esprit critique et il faut... Et pour garder... Comment on fait pour garder l'esprit critique? Eh ben, on travaille sur sa conscience. Et on développe en soi le pouvoir intérieur. Et développer le pouvoir intérieur en soi, c'est être en connexion avec soi-même, c'est se connaître. C'est pratiquer le journaling, c'est pratiquer la méditation, c'est se prendre en charge. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est dur d'être humain en 2025.
En vérité, si on veut pas être complètement ratiboisé et si on a la chance de vivre en Europe, dans un espace encore protégé, et si on a le luxe de pouvoir prendre du temps pour soi, d'abord, ça devrait pas être un luxe, hein, mais ça l'est quand on court, quand on est en mode survie. Si on a la chance d'avoir quitté le mode survie, même si on n'est pas encore dans un état de prospérité complet, si on a la chance d'avoir quitté le mode survie, il faut en faire quelque chose. Cette chance-là, on doit la mériter quelque part. Et évidemment que nous sommes tous assez et que nous vivons et que nous sommes plus forts que nous croyons. Ça, c'est clair que nous sommes plus forts que nous croyons, mais il faut savoir ce qu'on croit pour pouvoir changer. Il faut établir quelles sont les bases de nos difficultés pour pouvoir les transformer. Et la spiritualité, cette spiritualité à l'intérieur de laquelle moi je travaille, c'est un des moyens les plus efficaces pour se changer. J'en suis la preuve vivante. Moi. Ce que j'ai gagné à tout point de vue, c'est grâce à ce que je propose là. D'abord, tout a été... Rien ne vient d'ailleurs. Hein, ça, c'est... Je ne... Comment dire? Ce n'est pas une tradition autre dont je parle là. Tout ce que je dis, je l'ai vécu. Tout ce que je transmets, c'est moi qui l'ai transformé en moi. Et ça m'a sauvé la vie. Clairement. Clairement. Sans rentrer dans les détails, ça m'a sauvé la vie. Voilà. Et cette voie qui fait sens pour soi entre tradition et innovation, eh bien, c'est celle que je vous invite à prendre avec Astrologie et compagnie et tout le reste, parce que je suis en train de créer une plateforme spéciale pour toutes les formations qui devraient s'appeler les ateliers de l'invisible. Tadam! Allez, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, n'oubliez pas, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Ah oui, Blessed be, bah, c'est une bénédiction Wiccan. J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.